Bienvenue à Boisbriand, dans les Basses-Laurentides. Quand on pense à la ville de Boisbriand, peut-être que c'est l'usine de General Motors qui vous vient à l'esprit en premier. Pourquoi pas le faubourg Boisbriand qui l'a remplacé? Les plus anciens auditeurs se rappelleront peut-être même de son ancien nom, la ville de Sainte-Thérèse-Ouest. Aujourd'hui une partie intégrante de la couronne nord de la banlieue montréalaise, la ville de Boisbriand fait partie du plus ancien territoire à être colonisé dans les Basses-Laurentides, bien que sa création en tant que municipalité soit récente. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Histoire d'un Nord. Mon nom est Philippe Aubry. Je suis historien et camionneur. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Boisbriand. Et je tiens à remercier la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles pour la révision de la recherche derrière cet épisode. En 1683, Michel Sidrac, duguay de Boisbriand, reçoit du gouverneur de la Nouvelle-France la seigneurie des Mille-Îles. La municipalité que je vous présente aujourd'hui se trouve sur le territoire de cette seigneurie. Vous comprenez peut-être d'où vient son nom, justement. Quoi qu'il en soit, le seigneur duguay de Boisbriand ne concède aucun lot à des censitaires. En 1718, la seigneurie est scindée en deux parties. La rivière du Chêne, où se situe aujourd'hui Saint-Eustache, que je vous ai déjà présenté dans une autre capsule, ainsi que la seigneurie de Blainville, de laquelle est née la ville de Sainte-Thérèse. La fille de Boisbriand, Marie-Thérèse Duguay, gère seule les affaires de la seigneurie de Blainville à la mort de son mari. Dans le livre sur l'histoire de Boisbriand, qui est réalisé par Fernand Piot, on apprend que la première famille à demeurer sur le territoire actuel de Boisbriand est la famille Charbonneau. Ils sont établis ici à Boisbriand vers 1740. Par la suite, les premiers colons des Basses-Laurentides s'établissent le long de la rivière des Mille-Îles, donc entre 1740 et 1770. À mesure que tous les lots sont habités, une voie carrossable est aménagée, la Grande Côte. Le terme « côte » réfère ici à un rang, le chemin qui relie entre elles toutes les terres dans le régime seigneurial. Une côte est un rang qui longe un élément naturel, et ici, c'est la rivière des Mille-Îles. Et donc, la Grande Côte, au fond, c'est le premier rang, tout simplement. Le tout premier manoir de la seigneurie est construit sur la Grande Côte vers 1750 par Jean-Baptiste Céloron de Blainville et sa femme Suzanne Piot de Langloiserie. Suzanne est la petite-fille du premier seigneur, Michel Sidrac, duguay de Boisbriand. Ce manoir se trouvait près du pont de l'île Maurice, donc non loin de l'actuelle autoroute des Laurentides également. En 1789, une église se construit à Sainte-Thérèse et à partir de ce moment-là, les habitants du territoire actuel de Boisbriand relèvent de la paroisse de Sainte-Thérèse d'Avila. Cette église se trouve par ailleurs en retrait de la Grande Côte par rapport à la rivière des Mille-Îles, étant donné que c'est une décision de l'évêque de Québec de l'époque qui souhaite que le lieu de culte se retrouve en plein centre de la seigneurie de Blainville. En 1790, Boisbriand est développé autour des côtes. On compte 33 habitants sur la Grande Côte, 18 sur la Côte Cachée, 35 sur la Côte Sud et 41 sur la Côte Nord. Et le long de ces anciennes routes de campagne, on observe d'ailleurs les plus anciennes demeures de Boisbriand. Avec l'érection d'un système municipal au Bas-Canada vers 1855, on crée la municipalité de la paroisse de Sainte-Thérèse, dont Boisbriand fait partie jusqu'à la création de la municipalité de Sainte-Thérèse-Ouest, le 1er janvier 1946. Entre les années 1800 et ce moment-là, le territoire de Boisbriand n'évolue pas beaucoup. On se retrouve dans un secteur agricole typique comme ailleurs dans les Basses-Laurentides. Quelques vénérables maisons témoignent de cette époque sur le territoire de nos jours.
Une exception au tableau, c'est la manufacture d'équipements aratoires Dion et Frères, fondée en 1920 par Amédée et Bruno Dion. Les deux agriculteurs s'intéressent à la mécanisation du travail agricole et ils sont plutôt bricoleurs. Ils mettent donc au point sur leur ferme des équipements comme une batteuse à grains qu'ils fabriquent de manière artisanale entre 1915 et 1918. Avec les années, l'entreprise devient l'un des plus importants employeurs du secteur. Et d'ailleurs, de nos jours, l'entreprise existe toujours à Boisbriand, sur le chemin de la Côte-Sud, bien qu'elle soit associée avec un géant américain de la machinerie agricole. La famille Dion a l'esprit d'entrepreneuriat à Boisbriand parce qu'en plus de la manufacture d'équipements aratoires, les frères Wilfrid et Guy Dion fondent en 1954 Pavage Dion, une entreprise qui est toujours en activité à Boisbriand. Également, on peut mentionner la pépinière, le centre de jardin Dion. Comme dans les autres municipalités des Basses-Laurentides situées le long de la rivière des Mille-Îles, le secteur de Boisbriand devient recherché par les vacanciers montréalais à partir des années 1920. De nombreuses résidences secondaires sont construites sur les rives et les estivants viennent pratiquer la baignade, la navigation de plaisance, le croquet et le tennis. Sur l'île de Mai, on aménage dès 1923 des chalets et sur l'île Maurice, ce sera à partir de 1930. Un des premiers villégiateurs de Boisbriand est Émile Maillé, qui fait construire un chalet sur l'actuelle rue Maillé en 1915. Ce chalet est d'ailleurs encore existant. Il a subi un agrandissement en 1941, mais il nous présente l'image typique de la résidence de villégiature de cette époque. Remarquez par ailleurs qu'il est monté sur des pilotis. La présence des terrasses Guindon, Filion et Robert nous rappelle le temps des chalets à Boisbriand. À l'extrémité de la rue principale actuelle, Marcel Lacasse a aménagé la terrasse Sainte-Thérèse-Ouest. Le Carré du Bois, près de l'autoroute des Laurentides, a connu le même genre de développement. Les touristes louaient des chalets près de la rivière du 24 juin à la fête du travail à chaque année. L'ouverture de la route 11 en 1926 favorise les déplacements des vacanciers en provenance de Montréal. Rappelez-vous que la célèbre route passait autrefois par la Grande-Côte et la Montée-Sanche avant 1940, l'année où l'on a construit le boulevard du Curé-Labelle sur le territoire de la ville de Rosemère. En 1942, René Malouin aménage 8 chalets sur pilotis sur l'île Malouin. Ces chalets sont visibles depuis le pont de l'île de Mai. Et il s'agit là d'un rare témoin de l'époque de la villégiature des Basses-Laurentides. Après la Seconde Guerre mondiale, la villégiature connaît son apogée à Boisbriand. Le nombre de familles qui font l'acquisition d'une première automobile croît de manière exponentielle durant cette période et les gens souhaitent s'en servir. Toutefois, dès 1955, la villégiature connaît un déclin rapide dans les Basses-Laurentides puisque les gens se tournent vers le nord pour leurs vacances. En 1946, Boisbriand devient une ville indépendante de la municipalité de paroisse de Sainte-Thérèse. Elle est principalement composée de terres agricoles réparties sur plusieurs rangs, dont le tracé existe encore de nos jours, comme le chemin de la rivière Cachée et le chemin de la Côte-Sud, pour ne nommer que ceux-ci. C'est sur la Grande Côte que l'on retrouve le premier pôle de développement de la nouvelle municipalité. L'église Notre-Dame de Fatima est ouverte en 1950. On la retrouve au même emplacement de nos jours, malgré que son apparence a été modifiée. En 2017, la municipalité de Boisbriand achète l'église, le presbytère et le parc Claude-Jasmin pour y aménager un centre culturel. Depuis 2019, la troupe Le Petit Théâtre du Nord y a aménagé son domicile. Les premiers développements résidentiels sont construits près de la Grande Côte à partir des années 1950. En 1957, l'école Notre-Dame de Fatima est construite. Elle remplace une école de rang aménagée en 1850. Et on retrouve cette petite école de rang ici au 352 chemin de la Grande-Côte. C'est devenu une résidence privée lorsque l'on a construit l'école moderne. L'école Notre-Dame de Fatima porte de nos jours
le nom d'école Le Sentier. En 1959, l'autoroute des Laurentides est ouverte entre Montréal et Saint-Jérôme. Par le fait même, Sainte-Thérèse-Ouest est de plus en plus accessible en voiture à partir de Montréal. L'arrivée de l'infrastructure routière favorise l'établissement du plus grand employeur manufacturier de la région, l'usine de General Motors. Il est difficile de parler de l'histoire de Boisbriand sans parler de la General Motors. En 1965, le constructeur automobile choisit de construire son usine dans les Basses-Laurentides, et plus précisément ici, à Boisbriand. La présence d'un tel employeur favorise également le développement résidentiel dans le secteur, puisqu'il faut loger tous les travailleurs qui sont par ailleurs bien rémunérés. Également, on construit la Grande Allée au nord de l'autoroute 640, ainsi que la gare de triage du Canadien Pacifique qui est toujours visible près de l'autoroute 15. En 1971, on parle quand même de 2500 personnes qui sont à l'emploi de la GM. Cette usine va connaître son lot de grèves, mais également des hauts et des bas. À son apogée, il y a 4200 travailleurs dans cette usine. Dans les années 1980, le contexte économique difficile mène à des licenciements chez Alla GM. Certaines craignent la fermeture qui serait même catastrophique pour la région. La tempête passe et l'usine reprend du mieux. À partir de 1993, on va y produire les célèbres Chevrolet Camaro et Pontiac Firebird. Si j'ai des auditeurs qui en possèdent encore une, vous pouvez vous dire que vous roulez dans une voiture québécoise, mais également laurentienne. En 2002, c'est la fin de l'aventure GM à Boisbriand. L'usine ferme ses portes et elle est démolie en 2004, laissant une plaie béante à la municipalité. En tout, ce sont plus de 4 millions de voitures qui ont été produites ici, à Boisbriand. General Motors aura fait 18 différents modèles durant les 37 années d'existence de l'usine. En 2007, l'ouverture du centre commercial Le Faubourg de Boisbriand redonne une seconde vie au secteur. En 1969, la municipalité se voit amputée d'une partie de son territoire avec l'annonce du projet d'aéroport à Mirabel. Le chemin de la Côte-Nord ainsi que le rang Sainte-Marianne sont séparés du reste de la ville pour former la nouvelle municipalité de Mirabel. Bien que le projet aéroportuaire n'ait jamais décollé, la région connaît tout de même une croissance continue depuis 1970. En 1974, le nom de Sainte-Thérèse-Ouest est changé pour celui de Boisbriand. En 1975, l'ouverture de l'autoroute 13 entre Montréal et l'autoroute 640 vient confirmer que l'automobile est le véhicule du développement sururbain de la région de Montréal. Par ailleurs, c'est à partir des années 1990 que les développements résidentiels se multiplient sur le territoire de Boisbriand, favorisant une croissance démographique marquée qui ne s'estompe pas depuis 35 ans. Aujourd'hui, ce sont plus de 29 000 Boisbriandaises et Boisbriandais qui habitent la ville. L'augmentation de la population se remarque également en se promenant le long des grands axes routiers de Boisbriand. Une multitude de condominiums et multilogements ont poussé depuis 10 ans. Laissez-moi vous dire que cela ne se fait pas sans effacer une partie de l'histoire de Boisbriand. L'historien que je suis se désole de voir disparaître des vieilles maisons pour céder leur place à des habitations que je qualifierais de sans âme. Mais bon, l'économie de la ville est orientée à la fois autour de l'industrie manufacturière et celle des services, malgré le départ de General Motors en 2002. Le parc industriel qui borde l'autoroute 15 ainsi que la 640 emploie de nombreux habitants du secteur des Basses-Laurentides. En vous parlant de l'histoire de la villégiature de Boisbriand, j'ai mentionné les îles. Prenons ensemble un moment pour vous parler plus longuement de celles-ci, qui sont emblématiques justement de la ville de Boisbriand. Tout d'abord, il y a l'île Morris. Je me trouve présentement sur le pont qui relie Boisbriand à l'île Morris. Elle porte le nom de la famille Morris, arrivée à Sainte-Thérèse vers 1838. John Morris est un Écossais arrivé à Montréal en 1827. Il a travaillé avec la famille Molson à la brasserie de Montréal. Lorsque John s'installe dans les Basses-Laurentides, il achète à James Porteous la terre, la distillerie et la maison de Porteous.
Cette maison est d'ailleurs connue sous le nom de Castel Maurice et je vous l'ai déjà présenté dans la capsule sur l'histoire de Sainte-Thérèse. D'ailleurs, l'appellation Castel n'est pas la déformation du mot anglais castle, mais bel et bien un terme issu du vieux français qui désigne un manoir ou un petit château. Son fils David et son petit-fils David William Morris sont considérés comme les derniers seigneurs de Blainville. Selon la tradition orale, l'île Maurice a accueilli des gens qui fuyaient la conscription pendant la Première Guerre mondiale. L'île de May a probablement été concédée à Pierre Paquette par le seigneur Lacroix au début des années 1800. Son fils, Jacques Paquette, la reçoit en 1823 et en 1841, il l'échange contre des terrains à Abraham Dubois. Ce dernier sera le propriétaire de l'île de May jusqu'en 1875. L'acte notarié de vente mentionne la présence d'un moulin, une grange et des dépendances. On peut croire qu'il y a eu de l'agriculture sur l'île de May. En 1923, on ouvre l'île au lotissement de chalets et jusqu'en 1974, l'île de May aura une vocation touristique. En 2015, 2 chalets de cette période ont été démolis pour faire place à des maisons unifamiliales. 8 autres îles complètent l'archipel. Elles sont toutefois inhabitées. L'île aux moutons, l'île La Course, l'île Ouimet, l'île Prud'homme, l'île Thibault, l'île Lefebvre, l'île Saint-Mars et l'île des Lys. Certaines de ces îles sont des zones naturelles protégées comportant des espèces végétales et animales menacées. Voilà donc, chers amis, un bref portrait de l'histoire de Boisbriand dans les Basses-Laurentides. Avez-vous d'autres souvenirs de l'histoire de la municipalité à nous raconter? Êtes-vous originaire de Boisbriand? Avez-vous déjà travaillé à l'usine de GM? Laissez-nous un commentaire pour le faire savoir. Sinon, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette capsule pour faire découvrir l'histoire de Boisbriand à tous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Histoire d'un Nord ainsi qu'à la page Facebook et au compte Instagram du Maintenant. Merci à la Société d'histoire et généalogie d'Émile-Île pour la correction de la recherche derrière cet épisode. Encore une fois, mon nom est Philippe Aubry et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui prendra place à Deux-Montagnes, qui est la ville voisine de Saint-Eustache. Allez, à bientôt tout le monde!